Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Saint-Frédéric, ce 2 novembre 2020 à 19h30. Alors, on est toujours en séance à huis clos, donc la séance est enregistrée et elle est diffusée en différé. À l'ordre du jour ce soir, en 1, ouverture de l'Assemblée, qu'on fait à l'instant même. On va tout de suite procéder en petit point qu'on doit ajouter en 1B, déroulement de la séance de ce soir. Alors, on doit passer une résolution pour adopter le déroulement de la séance selon le décret gouvernemental en mesure exceptionnelle de pandémie, du fait qu'on tient la séance à huis clos, donc sans aucun public, ce qui continue d'être toujours très contraignant et très dommage. Alors, les conseillers, ça me prend une proposition pour adopter les mesures en question. Madame Lucie Gilbert. D'accord, Cathy? À l'ordre du jour ce soir, en 2, donc lecture et adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2020. En 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 octobre 2020. En 5, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 octobre 2020. En 6, compte à payer. En 7, courte période de questions. En 8, déclaration des intérêts pécuniaires. En 9, état comparatif. En 10, deuxième projet de règlement 353-20, amendant le règlement de zonage 297-15. En 11, règlement 355-20, amendant le règlement administratif 296-15. En 12, projet de règlement 356-20, amendant le règlement 295-15 relatif au plan d'urbanisme et abrogeant le règlement 354-20. En 13, acquisition de terrains pour puits municipaux. En 14, acquisition du prolongement de la rue de Houx. En 15, autorisation de signature des protocoles d'entente pour les projets FIMO de reconstruction de la rue Gagnon et de la rue Saint-Olivier. En point 16, résolution pour le pont de Saint-Joseph-de-Beauce. En 17, déneigement des cours du centre communautaire et du presbytère. En 18, achat de matériel pour réserves d'hiver. En 19, rapport des comités en loisirs A1, l'Assemblée générale annuelle des loisirs de Saint-Frédéric. En B, aîné. B1, le comité MADA Famille. En 20, correspondance. En 21, période de questions. En 22, varia. À ma connaissance, il n'y avait pas de questions diverses, pas de nouvelles questions. Et en 23, ce sera la levée de l'Assemblée. Si tout ça vous semble conforme, les conseillers, ça me prendrait une proposition pour adopter l'ordre du jour tel que présenté. Ça ne paraît pas, mais je vous vois. Alors, Mme Anne-Marie qui propose l'adoption de l'ordre du jour. Parfait. Donc, au point 3, ce serait l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre dernier. Vous en avez pris connaissance, Mme Joanne, qui en propose l'adoption. Merci. Ça va toujours? Au point 4, ce sera l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 octobre 2020. Alors, le 19 octobre, on avait tenu une petite séance extraordinaire très courte lors d'une de nos rencontres d'ateliers de discussion. C'était à cette occasion-là qu'on avait donné je me rappelle bien qu'on avait donné le mandat à nos ingénieurs pour les plans de vie. Donc, pour les plans et devis de conception des travaux dans la rue Gagnon et de la rue Saint-Olivier, ainsi que pour l'étude géotechnique, étude environnementale à la firme Englobe. Donc, les conseillers, ça me prendrait quelqu'un à proposer l'adoption, M. Michel Saint-Pierre. Et au point 5, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 octobre 2020. Donc, mercredi dernier, on a tenu une petite séance extraordinaire aussi, très, très courte, pour accorder une dérogation mineure pour le chalet qui a brûlé dans le rang Saint-Pierre, permettre la reconstruction en déplaçant très légèrement le bâtiment sur son emplacement d'origine, pour permettre aux propriétaires de pouvoir procéder dès cet automne en début du projet. Alors, si ça vous convient, les conseillers, ça me prendrait quelqu'un. Oui, donc M. Michel Fortin. Ça va toujours? Au point 6, les comptes à payer. Donc, ce soir, le montant des comptes à payer s'élève à
91 097 et 95 sous. Qu'est-ce qu'il y avait beaucoup de points nouveaux par rapport à l'atelier de travail? C'est ceux-là qu'on voit en haut en jaune. Là. Donc, un petit peu de Post Canada, des choses comme ça, si je ne me trompe pas. Post Canada, des choses comme ça. C'est ça. Ouais. C'est bon. Ici. Je vais déborder de ça. Donc, les comptes à payer, on les avait étudiés en atelier de travail. Les conseillers, si ça vous convient, ça me prendrait une proposition. Donc, M. Michel Saint-Pierre. Voilà. Ça nous amène donc à la première période de questions. Nous n'avons reçu, à ma connaissance, je pense, Cathy, aucune question qui a été adressée, qui a été transmise, soit par téléphone, par courriel, par courrier standard, je dirais, là, ou de toute autre façon. Mais je répète qu'il ne faut vraiment pas vous gêner. Si jamais il y avait des questions sur n'importe quel point à l'ordre du jour, il ne faut surtout pas hésiter à nous les transmettre ou tout simplement communiquer avec le bureau municipal pour que je puisse vous rappeler pour avoir des éclaircissements sur n'importe quel sujet. D'ailleurs, qu'il soit à l'ordre du jour ou pas, de toute façon. N'importe quel sujet, vous avez toujours le droit de poser des questions, d'avoir les précisions qui vous intéressent sur toute question possible imaginable. Au point 8, déclaration des intérêts pécuniaires. Chaque année, tous les élus doivent déposer par écrit tous les intérêts qu'on peut avoir dans toute entreprise ou quoi que ce soit, ou des choses comme ça. C'est une exigence de la loi. Alors, les conseillers, on vous rappelle cette exigence-là. Donc, normalement, tous les élus déposent le formulaire signé. Au point 9, les états comparatifs, encore une fois, c'est un dépôt de documents. Donc, à chaque année, la directrice générale remet aux élus des indicateurs budgétaires. C'est des éléments, ça nous donne un indicateur budgétaire qui attire l'attention des élus sur les écarts au budget à ce moment-ci de l'année et le comparable par rapport à l'année passée également. Donc, on essaie de voir quels sont les postes budgétaires sur lesquels on a un écart important par rapport à ce qu'on avait budgété en début d'année et par rapport au même poste budgétaire versus l'an passé. Donc, il peut y avoir des petites corrections et l'important, c'est de savoir par quoi ils sont occasionnés et comment on peut les expliquer. Alors, ce n'est pas tant l'importance du montant que de savoir est-ce qu'on l'a vu venir, est-ce que c'est important, est-ce qu'il y a une raison à ça. Donc, par exemple, je peux vous donner quelques points intéressants. Donc, on a, par exemple, reçu cette année le double de revenus à peu près pour les droits de mutation, ce qu'on appelle communément la taxe de bienvenue. Donc, cette année, de mémoire, là, si je me rappelle bien, c'est autour de 19 000 je ne me rappelle plus c'est où, mais c'est 19 000, un peu plus de, oui, je l'ai ici, c'est 19 664 de revenus de droits de mutation. Donc, ça veut, alors qu'on avait budgété 10 000 selon ce qu'on se fie sur les années précédentes. Donc, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup plus de transactions de vente de propriétés, de maisons, de terres à bois, de toutes sortes de propriétés comme ça. Et c'est relativement bon signe. Ça veut dire qu'il y a une activité économique dans le domaine immobilier à Saint-Frédéric et c'est une bonne chose. Donc, ça va bien. Par contre, voyez-vous, on a considérablement moins de revenus de location de salles. Voyez-vous, on budgète normalement aux environs de 8 500 $ de revenus de location de salle par année et on a seulement 3 600. Et même à 3 600, c'est surprenant qu'on ait ça comme revenu parce que la salle est fermée depuis la plus grande partie de l'année, bien entendu, là, à cause de du contexte du COVID qu'on a à gérer actuellement. Alors, c'est bien évident qu'on ne fera pas notre budget pour les locations de salles, mais c'est une situation qui est tout à fait hors de l'ordinaire. On a eu l'agréable surprise de voir une augmentation considérable de notre, en fait, de 25 de notre budget pour l'entretien du réseau routier local. Donc, la subvention du ministère des Transports, qui est normalement de 99 000 passe à 122 000 ce qui est génial. Ça nous donne donc à peu près 23 000 de plus dans nos coffres pour faire l'entretien de notre réseau routier.
c'est une très, très bonne chose. Très, 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 très bonne chose parce que c'est un enjeu extrêmement important chez nous. Sinon, tout le reste est parfaitement en ordre. Je tiens à souligner des faits extrêmement intéressants, là. C'est qu'entre autres, à l'heure actuelle, le budget sur le déneigement de nos chemins est complètement en bas de nos estimés. Donc, on a épargné beaucoup, beaucoup d'argent en effectuant le déneigement. Non seulement on épargnait déjà beaucoup d'argent en effectuant le déneigement nous autres mêmes, mais à l'heure actuelle, on est déjà complètement en bas des budgets prévus. Simplement pour vous donner une petite idée, si je vous disais que, par exemple, en sable et calcium, on avait estimé à peu près 30 000 et on a, à ce moment-ci, 4 000 de dépensés sur l'hiver passé. Donc, c'est sûr qu'aller au 1er janvier, on va en dépenser un petit peu, mais ça ne sera jamais pour dépasser le budget. Évidemment, l'année passée, c'était notre première année de redémarrage de notre service d'entretien des chemins d'hiver en régie par nous autres mêmes. Alors, c'est sûr qu'on ne savait pas à quoi s'attendre. Alors, on avait fait un budget extrêmement prudent parce que c'était difficile à prévoir. On a aussi en dépenses d'essence et d'huile et diesel beaucoup moins que prévu, ce qui est une bonne chose. Donc, pour l'instant, c'est sous contrôle. Quand même, les états comparatifs nous permettent de voir que le budget se suit de façon très bien, très serrée et tout à fait dans ce qui avait été prévu. C'est un dépôt de document. Il n'y a pas de résolution à passer là-dessus, je pense. N'est-ce pas? C'est bon. On arrive avec 3 éléments très techniques de l'ordre du jour. Au point 10, deuxième projet de règlement 353-20, amendant le règlement de zonage 297-15. Alors, on a passé à une séance précédente le premier projet de règlement. Il y a eu toute la démarche et là, on peut passer donc le deuxième projet de règlement sur le zonage, donc qui vient déterminer toutes les zones d'usage possibles dans la municipalité. Et Cathy, confirme-nous, ça devient à ce moment-là le deuxième et dernier projet de règlement qu'on passe. C'est le deuxième projet. Oui. Il va y avoir un règlement final. Oui, je veux dire, c'est le dernier projet de règlement. Après ça, ça va être le règlement en version finale qui va s'adapter. Il y a une consultation publique qui normalement avait lieu ce soir. Là, tout le processus a été fait par ici. OK. Les gens étaient invités, s'il y avait des commentaires ou des questions, les soumettre. Ils pouvaient demander des copies de règlement. J'ai eu quelques demandes de copies de règlement. Bon, c'est parfait. Je n'ai pas eu de commentaires. C'est bon. Donc, la consultation s'est faite. Les gens pouvaient demander des copies. C'est ça qui est important. Donc, il y a eu un premier projet de règlement. C'est le deuxième projet de règlement. Et la procédure est toute particulière dans le domaine d'urbanisme avec premier projet, deuxième projet, consultation publique. C'est plus complexe, mais c'est important parce que ça touche la vie de tout le monde et puis l'utilisation qu'on peut faire de nos propriétés. Alors, c'est normal que ce soit un peu plus compliqué. Donc, ce soir, on passe le deuxième projet de règlement qui est adopté ou déposé par un conseiller. C'est adopté sur proposition. Donc, ça me prendrait une proposition. Madame Joanne Giguère. Au point 11, c'est le règlement 355-20 amendant le règlement administratif 296-15. Celui-là, à la précédente rencontre, on avait adopté le projet de règlement et là, c'est le règlement final. Celui-là, le règlement administratif, c'est un des 3 règlements qui fait partie de la série des règlements de zonage. Dans l'ensemble des règlements d'urbanisme, je devrais plutôt dire. Et le règlement administratif vient décrire toutes les définitions, tous les termes techniques applicables au règlement d'urbanisme. C'est un règlement beaucoup plus technique qui sert essentiellement à l'inspecteur municipal en termes de référence. Donc, celui-là, il vient d'être final ce soir. C'est le règlement final, n'est-ce pas, Cathy? Donc, c'est le premier morceau qui tombe final aujourd'hui. Alors, c'est le règlement 355-20 et qui va remplacer le vieux règlement. Et là, celui-là, on le règle, ça va être le premier morceau qui va être final. Donc, ça me prendrait une proposition. Madame Anne-Marie qui en fait la proposition. Et finalement, au point 12, bon, ça c'est une autre affaire, le projet de règlement
356-20, amendant le règlement 295-15 relatif au plan d'urbanisme et abrogeant le règlement 354-20, c'est qu'on est obligé de recommencer, en fait, à cause d'un détail tout à fait technique. Dans la rédaction de notre projet de règlement d'urbanisme, il y a quelques détails techniques qui ont été oubliés. Quand on fait un premier projet de règlement, on peut apporter des petits détails pour le deuxième projet de règlement. Corriger une phrase, apporter une nuance à quelque part, des petits détails, mais on n'a pas le droit de changer complètement un morceau. Alors, notre inspecteur municipal nous a informé qu'il y avait quelques éléments qui avaient été complètement oubliés et qui a vraiment tenu à les intégrer, que c'est des exemples comme, par exemple, certains usages bien précis ou que, pour vous donner un exemple, la culture en serre dans le secteur industriel ou des choses comme ça, c'était important de les prévoir parce que ça pourrait être nécessaire, ça pourrait être demandé, ça pourrait être utilisé plus tard, un jour éventuellement, ou peut-être pas jamais, mais le but, c'est de permettre le plus de possibilités aux éventuels projets. Alors, on est obligé carrément de recommencer le projet de règlement au premier projet de règlement, cette fois-ci, qui vient recommencer. Vous voyez par le numéro, hein, ce soir, on passe le projet de règlement 356-20 qui vient amender le règlement 354-20. Donc, on recommence un projet de règlement qui était quand même récent. Alors, on recommence le processus pour intégrer quelques corrections techniques dans les usages permis. C'était à la recommandation de notre inspecteur municipal et je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Donc, pour démarrer le processus, ça va être la même chose. Premier projet, il va y avoir deuxième projet, consultation, tout le bazar. Fait qu'on en a pour une partie de l'hiver avant de finir à faire le tour de ça, bien entendu. Sans prendre donc une proposition pour ce soir. Madame Lucie Gilbert. Au point 13, on passe une résolution ce soir pour autoriser la directrice générale et moi-même à signer éventuellement, donc c'est requis par notre notaire pour se mettre prêt dans le cadre du projet de mise aux normes de l'eau potable, donc la réfection du réservoir municipal, des conduites d'amener, du branchement des nouveaux puits municipaux. Donc, pour avoir le droit de procéder, on va avoir le droit de signer l'acquisition des terrains des puits chez le notaire. Il faut pouvoir disposer d'une résolution qui nous autorise à signer, donc moi et la directrice générale. Alors, ce soir, on passe une résolution qui va nous permettre de procéder lorsque les documents seront prêts. Ce n'est pas pour cette semaine, bien entendu, mais on le fait d'avance pour être capable de procéder cet hiver lorsque le moment sera venu de pouvoir le faire. Alors, ça me prendrait une résolution afin de pouvoir procéder. Madame Joanne Giguère. On arrive maintenant au point 14, l'acquisition du prolongement de la rue Lehoux. Alors, la municipalité avait convenu d'une entente avec le promoteur qui développait le prolongement de la rue Lehoux. La rue a été complétée. Une fois que les dernières conditions ont été respectées, c'est-à-dire l'obtention des plans tels que construits et de la conformité de tous les travaux à la satisfaction de notre service des travaux publics, et que tout sera parfaitement à notre goût, on va pouvoir passer chez le notaire aussi pour faire l'acquisition du nouveau prolongement de la rue Lehoux qui vient conclure le secteur de façon finale et libérer donc les obligations du promoteur qui a complété ce que lui avait à faire. Et une fois que la rue est faite, c'est normal que la municipalité prenne le relais pour en assurer l'entretien à long terme, déneigement et ainsi de suite. Alors, c'est ce qui était convenu à l'origine. Tout s'est passé exactement à peu de choses près, là, comme on l'avait prévu, comme ça avait été convenu, et c'est comme ça que ça doit se passer. Donc, ça va être autour de la municipalité maintenant, une fois que maintenant que la rue est construite, de continuer pour la suite des choses à mesure que les maisons vont se construire et que ça va se développer. Donc, encore une fois, on a besoin d'une résolution pour autoriser la directrice générale et moi-même à pouvoir signer l'acquisition du prolongement de la rue Lehoux chez le notaire. On prend donc une résolution. Monsieur Michel Saint-Pierre. Il faut aussi maintenant, au point 15, une autorisation de signature des protocoles d'entente pour les projets FIMO.
Donc, pour la reconstruction des infrastructures et de la chaussée des rues Gagnon et de la rue Saint-Olivier, tel qu'a été annoncé. On sait qu'on a des investissements majeurs de l'ordre de plus ou moins 2,5 millions de dollars pour refaire complètement les rues Gagnon et les rues Saint-Olivier. Alors, pour avoir le droit de signer le protocole d'entente avec le ministère des Affaires municipales, alors la directrice générale et moi-même avons besoin d'une résolution qui... Ah, c'est seulement le maire. Donc, c'est seulement moi-même qui a besoin d'une autorisation du conseil pour avoir le droit de signer ces protocoles d'entente. Et pour ça, ça prend une autorisation du conseil. Pardon, je n'ai pas le droit de signer sans que le conseil me l'autorise à engager la municipalité. Mais bien entendu, on est très d'accord pour faire les travaux et convenir de cette entente-là qui nous autorise d'avoir accès à un financement de l'ordre de 80 %, ce qui est très intéressant. Donc, comme Mme Lucie Gilbert qui en fait la proposition. Pardon. Ça nous amène au point 16, un sujet un peu plus politique. Alors, comme tout le monde a pu le constater maintenant, depuis déjà plusieurs semaines, le pont de Saint-Joseph-de-Beauce est fermé au trafic de plus de 5 tonnes, ce qui cause des inconvénients extrêmement importants à nos activités économiques dans notre secteur. On sait que non seulement nos élèves du secondaire, déjà que nos élèves du secondaire, à chaque fois qu'il pleut moindrement un peu fort, la rivière déborde et que le pont est inaccessible, il doit faire le détour par Vallée-Jonction. Alors là, c'est une entrave permanente. Alors, le pont de Saint-Joseph est interdit aux véhicules de plus de 5 tonnes, donc les autobus scolaires n'ont pas le droit de passer. En plus de nos élèves de Saint-Frédéric, on sait qu'il y a évidemment tous les enfants de Saint-Joseph-des-Érables, les élèves du secondaire de Tring-Jonction, de Saint-Jules, qui sont obligés de faire le détour par Vallée-Jonction, qui est une entrave franchement désagréable pour eux autres. Et là, on ne sait pas pendant combien de temps que ça va durer comme ça. On peut penser à la limitation pour les camions incendies. Donc, Saint-Joseph, le service incendie de Saint-Joseph est un service incendie qui est appelé à venir en renfort dans tout le secteur rural à Saint-Frédéric, une grande partie de notre municipalité. Et là, bien entendu, ils ne peuvent pas passer avec le camion incendie sur le pont parce qu'il dépasse 5 tonnes aussi. En plus de ça, bien, tous les agriculteurs, les tracteurs de ferme, tous les chargements moindrement lourds. Puis 5 tonnes, c'est pas si énorme que ça, là. Un pick-up avec un voyage de bois, c'est assez pour ne pas passer, là. Donc, on peut penser à tout le trafic lourd qui arrive de la direction de Thetford vers Saint-Georges. Tout ce qui transite dans ce sens-là est entravé. Et c'est complètement inacceptable que le ministère des Transports ait été si peu diligent à prévoir la fin de la durée de vie utile de ce pont-là, alors qu'on sait très bien que des études qui remontent à plus de 30 ans, presque 40 ans, qui démontrent la fin de vie utile qui est imminente pour le pont de Saint-Joseph. Et ce soir, on passe une résolution pour presser le gouvernement du Québec et le ministère du Transport. On va transmettre la résolution en copie à notre député, au ministère des Transports et au bureau du Premier ministre pour les enjoindre de prendre leurs responsabilités et de s'assurer de desservir notre région comme on y a droit. Parce que même s'il n'y a pas une si grande densité de population que ça dans notre région, nos citoyens payent les impôts comme tous les citoyens du Québec et surtout, l'activité économique qu'il y a dans notre région mérite d'être soutenue par des infrastructures routières qui sont convenables et qui permettent à notre économie de fonctionner normalement et à nos citoyens de circuler librement, comme tous les citoyens au Québec sont en droit de s'y attendre. Alors, ce soir, on fait une résolution pour presser le gouvernement de mettre un projet de nouveau pont à Saint-Joseph en priorité dans leur calendrier afin de pouvoir répondre aux besoins dans notre région. Alors, si les conseillers, vous êtes d'accord, on passe à une résolution à ce sujet-là. Madame Anne-Marie. Voyons, on est en train de m'étouffer complètement. Il ne faut pas qu'on survive. Au point 17. Au point 17,
déneigement de nos cours pour les centres communautaires, presbytères et cours d'église, tout ça. On a obtenu des soumissions, mais finalement, est-ce que je précise notre décision? Donc, je tiens à remercier les soumissionnaires. On a reçu les soumissions de deux soumissionnaires, deux entrepreneurs. Mais après avoir analysé tout ça, compte tenu des équipements à notre disposition, du personnel qu'on a aussi aux travaux publics et du coût du déneigement, pour cette année, on va effectuer par nous-mêmes, avec nos équipements et notre personnel, le déneigement des cours qui sont sous notre responsabilité. Alors, je remercie quand même sincèrement les soumissionnaires qui ont fait des propositions, de très, très bonnes propositions. Et ce n'est pas parce que les prix étaient déraisonnables. Et quand on considère l'ensemble de tout ça, ben, on va quand même essayer de pouvoir assumer ce service-là par nous autres-mêmes et voir comment on peut offrir le service correctement avec nos équipements. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se réviser autrement dans l'avenir, mais pour le moment, ça va être ça, notre orientation pour l'hiver 2020-2021. Ça va? Ça ne fait pas l'objet d'une résolution, simplement une décision. C'est bon. Achat de matériel pour la réserve d'hiver. Alors, as-tu le détail des soumissions? Je ne me rappelle plus par cœur. On avait le prix de la pomme. Ouais, j'aurais sur excavation Jean Vachon, c'était, je pense, 17. Il y avait 20-50. 20-50, c'est Gravière Giguère. 17 pour excavation Jean Vachon. Oui, j'aimerais. Gravière GNVR, 15,85. J'aimerais ça reprendre ça calmement avec les prix précis. Alors, on a demandé des prix pour les abrasifs, pour l'épandage sur nos chemins. Alors, on a demandé des prix à 3 fournisseurs différents qui ont fait aussi d'excellentes propositions qui ne sont pas toujours exactement le même matériel, il faut dire. Et c'est ce qui explique aussi les variations dans le prix. Il y a aussi les frais de transport qui peuvent varier, comment le matériel est préparé. Alors, il ne faut pas penser que les gens, les variations de prix s'expliquent tout le temps par une raison. Il s'agit simplement qu'il y ait quelques kilomètres de transport de différence et puis ça peut faire varier considérablement. Alors, on a une première soumission de Gravière Giguère de Vallée-Jonction au montant de combien la tonne, t'as dit? De 20,50 $ la tonne. Une deuxième soumission de Gravière... Excavation Jean Vachon. De 17 $ la tonne. 17 $ tout juste? Oui. 17 $ la tonne. Et Gravière GNVR. Et finalement, une soumission de Gravière GNVR au montant de 15,85 $. Et on a retenu donc pour cette année la proposition de Gravière GNVR de Tring Jonction au montant de 15,85 $ la tonne. On a dit qu'on ajouterait une réserve entre 400 000 $. Oui. Donc, si on se fie un peu à l'année passée, on avait acheté combien de tonnes de sable? Rappelles-tu? 400 tonnes, 400, 450 tonnes autour de ça. Ce qui fait que, puis en plus, il nous en est resté un petit peu. Quelques dizaines de tonnes peut-être de l'année passée, quelques tonnes de l'année passée. Donc, on va y aller avec ça. Puis, les abrasifs sont entreposés à côté du garage municipal dans un abri. Donc, ils ne sont pas laissés au quatre vents, ce qui est venu aider beaucoup à empêcher que les abrasifs ne se détrempent pas d'eau, ce qui garde le sel dedans. Puis ça a été beaucoup mieux, ça a permis de l'économiser beaucoup, ça a été beaucoup plus efficace. Cette année, on fait l'essai d'un abrasif de calibre un peu plus gros, un peu moins fin. Le sable va être un peu plus gros que celui de l'année passée. On va voir comment ça va aller. On s'était dit l'année passée qu'on a repris en régie le déneigement de nos chemins, qu'on allait faire des tests. Alors, c'est ce qu'on veut faire cette année. Donc, ça faisait partie de la démarche aussi. Donc, on va essayer un autre type d'abrasif pour voir comment ça va se comporter, comment ça va fonctionner. Mais bien entendu, ça dépend toujours de l'hiver qu'on a, du type de conditions qu'on a, dépendamment, selon la neige, le verglas, ainsi de suite. Ça prendrait pour bien faire plusieurs sortes d'abrasifs, mais non, on ne fera pas 400 tas d'abrasifs non plus pour voir ce qu'on peut faire. Ça prendrait donc une résolution pour ça, pour confirmer le contrat avec un fournisseur, donc M. Michel Saint-Pierre. Es-tu bonne avec les résolutions? C'est bon?
Au point 19, rapport des comités, ça nous amène en 19A, les loisirs. En A1, il va y avoir l'Assemblée générale annuelle des loisirs de Saint-Frédéric qui a lieu, on a dit tantôt, Joanne, voilà, le mercredi 18 novembre à 18h30. Ça a lieu ici même, je pense, hein, dans la grande salle, afin de respecter la distanciation exigée par le décret gouvernemental. Et là, j'en profite pour passer l'invitation. Ça commence à être sérieux, là. C'est bien beau la pandémie, c'est bien beau de rester tout le monde, chacun chez nous, là, mais à un moment donné, si on veut qu'il se passe de quoi dans nos municipalités, dans nos villages, c'est important de se mobiliser. J'apprenais ce soir qu'il y a 170 enfants dans notre école. Ça doit faire, là, je ne sais pas combien de décennies qu'il y a eu autant d'enfants dans notre école. Moi, je peux vous dire qu'en 2006, il y en avait 68. Alors, des enfants, il y en a. Des jeunes familles, il y en a beaucoup. Et ça serait intéressant qu'il y ait des gens mobilisés pour organiser ce qu'il faut. Et puis, en passant, ce n'est pas juste pour les enfants. Hein. Les enfants de tous les âges, et vraiment de tous les âges. Et puis, ça peut être drôlement intéressant de s'impliquer à la hauteur de ce qu'on est capable, de ce qui nous intéresse, selon les intérêts qu'on a. Alors, je lance l'invitation très sérieusement à toutes les personnes qui seraient moindrement intéressées là, à vouloir s'impliquer un petit peu, à apporter leur contribution au comité des loisirs. Vous êtes vraiment les bienvenus. Le mercredi 18 novembre, vous n'avez pas besoin de connaître tout le monde, vous n'avez pas besoin d'être copain avec tout le monde déjà. C'est justement l'occasion de venir voir qu'est-ce qu'il y en est. Et puis, un jour, là, la pandémie, on va en sortir. Là. Un jour, là, on va passer à d'autres choses et on va reprendre une vie qui va ressembler à quelque chose de normal. Et ça va être l'occasion de redynamiser tout ça, puis de repartir sur un autre air d'aller. Et ça serait le fun que vous ayez l'occasion d'amener vos idées. Alors, je vous encourage sérieusement, et je pense que tout le conseil avec moi vous encourage sérieusement à apporter vos idées, à apporter votre vision pour que les loisirs soient le reflet de ce que vous souhaitez à Saint-Frédéric. Au point 19B, les aînés. Alors, au point B1, le comité MADA Famille. MADA, ça veut dire Municipalité Amis des aînés. Donc, le comité MADA Famille est en marche. Anne-Marie, Joanne, est-ce que vous voulez en parler un petit peu? On est en train de remettre à jour la politique familiale ainsi que MADA. Donc, deux comités, en fait, mais qui travaillent ensemble, MADA et famille, avec des citoyens, pour, dans le fond, suivre le processus et au final, renouveler nos politiques de famille et aînés. Donc, il y a deux comités, un comité pour le renouvellement de la politique des aînés et un comité pour la politique familiale qui sont formés. Il y a des membres de la communauté qui sont là-dessus, qui procèdent à la consultation, qui effectuent les démarches, qui font la révision avec une personne de la MRC qui s'occupe de ça, avec nous autres. Bon. Et puis, vous autres, vous êtes là aussi. Parfait. Et l'objectif de ça, c'est qu'en révisant nos politiques, bien, ça nous permet d'avoir une vision à jour de ce qu'on souhaite. Et j'étais moi-même à la table des maires au moment où le sujet a été amené. Et c'est moi qui ai proposé que les deux comités se tiennent ensemble. D'abord, pour ne pas faire exprès de faire travailler en double la représentante de la MRC qui se déplace dans les municipalités pour le faire. Et puis, ben, c'est quand même comique que le comité, la politique familiale et la politique des aînés ne soient pas ensemble, parce que moi, j'ai toujours pensé que les aînés font partie de la famille, finalement, là, que tout le monde dans une communauté font partie de la famille. Alors, je pense que ça rejoint les intérêts de tout le monde. Quand ça rejoint les intérêts de la famille, ça rejoint les intérêts des aînés et vice-versa, bien entendu. Alors, c'est une démarche qui se fait ensemble. Et lorsque notre politique des aînés et notre politique familiale sont bien à jour, ça nous permet notamment d'avoir le droit de pouvoir déposer des demandes de soutien financier dans le cadre de certaines subventions, de certains programmes spéciaux, et que si nos politiques familiales ou nos politiques des aînés ne sont pas à jour,
et n'identifie pas clairement les objectifs vers lesquels on veut aller, ben, ça ne nous permet tout simplement pas de pouvoir déposer. C'est pour ça que c'est bien important. C'est un point d'information, c'est ça. Ça devrait être complété de démarche pour quand, à peu près? Ah, ça prend quand même 1 an? OK. Au point 20, correspondance, donc il n'y avait pas de correspondance de déposer. Au point 21, la période de questions, ben, c'est comme je disais tout à l'heure, à la première courte période de questions, on n'en avait pas reçu. J'insiste vraiment là. Si vous avez des questions à un moment donné, appelez au bureau municipal, 426-3357, envoyez un courriel, tout ce que vous voulez, mais il ne faut pas vous gêner à avoir des éclaircissements sur n'importe quelle question. On passe ça vite, là. Des points, il y a plein d'affaires techniques là-dedans, et c'est tout à fait normal qu'il y ait des choses qui ne soient pas claires, là. Je ne peux pas deviner les questions que vous pourriez avoir. Alors, il n'y a vraiment pas de gêne, il faut le dire. Au point 22, des questions diverses, il n'y en avait pas. Et ça nous amène à la fin de la rencontre à la levée de l'Assemblée avec Mme Anne-Marie qui propose la levée de l'Assemblée. Ça complète notre séance du mois de novembre. Je vous remercie et à la prochaine. Merci beaucoup.